Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 7 septembre 2021 et voici les titres de ce nouveau journal. Il leur reste un peu plus d'une semaine pour se faire vacciner. Les sapeurs-pompiers sont concernés par l'obligation vaccinale. S'ils ne se plient pas à la règle, ils risquent une suspension. Reportage à suivre d'Emmanuel Jaude. Et c'est une toute petite algue d'eau douce. La spiruline est très recherchée pour ses bienfaits. Jean-Paul Crespi a rencontré l'un des deux producteurs implantés en Pays de Savoie et c'est le premier épisode de notre série de la semaine. Avant de développer ses titres, elle est à nouveau annulée. La grande fête du retour des alpages n'aura pas lieu cet automne à Annecy. Le rendez-vous traditionnel n'avait déjà pas pu se tenir l'année dernière. La manifestation attire toujours les foules dans les rues de la capitale haut-savoyarde. Impossible dans ce contexte sanitaire de rassembler les 80 000 spectateurs habituels en centre-ville. La mairie soutient l'association Annecy Tradition, organisatrice de l'événement, dans cette décision. Je vous le disais en titre, ils ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Les sapeurs-pompiers font partie des professions soumises à l'obligation vaccinale. D'après le service départemental d'incendie et de secours, 90% des soldats du feu haut-savoyard ont reçu au moins une dose. Mais certains pompiers refusent l'injonction et ils risquent la suspension. Les précisions d'Emmanuel Jaude. À l'image de nombreux professionnels de santé, les sapeurs-pompiers français seront dès ce 15 septembre sous le coup d'une obligation vaccinale pour travailler. Une décision gouvernementale qui a commencé à être appliquée depuis quelques semaines en Haute-Savoie et qui a poussé le service départemental d'incendie et de secours à suspendre quelques pompiers parmi leurs effectifs. La loi a prévu que les sapeurs-pompiers, pour ce qui est de l'exercice de leur mission, qu'ils soient professionnels ou volontaires, sont soumis à une obligation vaccinale. Donc le SDIS de la Haute-Savoie se conforme à la loi et donc effectivement nous regrettons d'avoir dû relever de leurs fonctions peu d'agents, très peu d'agents puisqu'ils sont assez largement moins d'une dizaine aujourd'hui. Avant d'en arriver à prononcer des suspensions de fonctions ou d'activités, il y a eu un gros travail de communication, de persuasion dans la mesure du possible, mais nous sommes obligés de constater, mais au SDIS de l'Haute-Savoie et chez beaucoup d'employeurs en définitive, que certains agents ont des opinions extrêmement marquées, donc en fait il n'y a pas d'argument à leur opposer. De leur côté, les pompiers concernés se sont très vite regroupés. Aujourd'hui composé de près de 180 membres, le collectif Freedom Sapeurs-Pompiers 74 rappelle que la situation aujourd'hui préoccupante pourrait d'ici peu devenir bien plus problématique faute d'effectifs. Une position qui pourrait coûter le poste de ce pompier aujourd'hui suspendu, mais toujours soumis à un droit de réserve. Pour l'instant, il y a encore des gens qui font l'effort de passer un test PCR. Quel qu'il soit, demain, au 15, on demandera un schéma vaccinal complet ou une dose, en tout cas, d'après notre employeur. Et ça, il y a quand même un certain nombre de pompiers en Haute-Savoie et je sais également dans le reste de la France qui seront mis sur la touche parce qu'ils sont déterminés. Le collectif espère désormais se rapprocher de personnels soignants dans la même situation, afin de pouvoir proposer communément des alternatives pour continuer de travailler sans toutefois se faire vacciner. Du Mont-Blanc à la Tour Eiffel, les guides de Chamonix se sont lancés un défi. Alors que la compagnie fête son bicentenaire, ils vont présenter un livret sur le changement climatique à l'Assemblée nationale ce vendredi. Un livret, celui-ci, qui aura déjà parcouru plusieurs kilomètres puisqu'il a atteint le sommet du Mont-Blanc et il est actuellement acheminé à vélo. Il doit arriver à Paris ce mercredi. Les guides le hisseront alors jusqu'au sommet du plus célèbre monument français. Et nous devions en parler avec Tristan Kneutzer, que nous connaissons déjà sur 8 Mont-Blanc, puisqu'il est responsable des 200 ans justement de la compagnie du Mont-Blanc. On m'indique que nous avons perdu la liaison avec Tristan, qui est bien sûr sur la route pour rejoindre Paris. Nous essaierons donc de le rejoindre. Ah, il est de retour. Bonsoir Tristan, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on va bien.
Super, merci d'être avec Pas de nous. souci, on vous entend très bien. Avec Olivier, il me semble, le président de la compagnie des guides qui est avec vous. Bonsoir, vous êtes sur la route justement pour emmener ce petit livret dont je parlais à Paris. Comment se passe tout simplement la route ? Eh bien, jusque-là, les choses se passent plutôt bien, puisque nous voilà à Fontainebleau. On peut dire que sur les derniers jours, nous sommes clairement sortis de notre zone de confort. Le vélo n'est pas forcément notre meilleur... Notre tasse de thé. Voilà, notre tasse de thé, mais on peut dire que ça s'est très bien passé. Alors on entend qu'il y a de l'ambiance autour de vous. Comment vous avez préparé l'ascension, une ascension atypique qui vous attend puisque vous allez gravir la Tour Eiffel, 324 mètres. Ouais, alors je vais parce que le micro est de mon côté, du coup c'est plus facile si je vous réponds. On vous entend mieux. Là vous m'entendez ? Oui. Ouais, en fait la Tour Eiffel on va la grimper après-demain. Malheureusement, on devra la grimper à la marche pour des raisons de sanitaire sur une réflexion de peinture sur la Tour Eiffel. On n'a pas eu l'autorisation un peu au dernier moment de grimper la Tour Eiffel. Mais en tout cas, le message, il n'est pas forcément là. Le message, il est vraiment d'aller à l'Assemblée nationale le 10 septembre, amener le livret qu'on a coécrit avec le syndicat national des guides aux députés du groupe Montagne. Oui, alors vous l'avez expliqué, effectivement, il y a un petit changement de programme, c'est que la Tour Eiffel est en train d'être reliftée, en train d'être repeinte. Mais vous l'avez dit, au-delà du sensationnel de l'événement, il y a un réel message derrière, c'est de communiquer sur ce changement climatique, c'est bien ça ? Absolument, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des acteurs de la vallée, que ce soit la municipalité de Chamonix, la communauté de communes et leur programme Adapte Mont-Blanc, on essaye un peu de se faire le porte-voix de l'ensemble des acteurs de la montagne. Aller se faire entendre jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est un acte important. Absolument, absolument. Alors, on sera entendu, on n'est forcément pas les premiers à apporter un message, mais il nous semble qu'il est important d'apporter notre pierre à l'édifice en étant les premiers témoins de cette évolution. Alors après la grande cordée qu'on avait suivie sur 8 Mont-Blanc entre l'aiguille du Midi et la pointe d'Elbronner, cette ascension, même à pied, de la Tour Eiffel, on pourra dire que vous avez fêté dignement ce bicentenaire. Absolument, d'autant que pour une partie de l'équipe, ils sont partis du Mont-Blanc, donc ils ont déjà fait l'ascension du Mont-Blanc en VTT électrique jusqu'à Bellevue et ensuite à pied pour redescendre, voilà. Ce qui a été une première belle opération. Et là, la montée à Paris ne s'est pas faite qu'en VTT électrique, mais également en musculaire, comme on dit, et on sent bien nos muscles. Ça se voit peut-être sur nos visages. Un tout petit peu, un tout petit peu. Ben, on vous souhaite en tout cas du courage pour la suite, pour l'arrivée à Paris et la suite des événements. Merci beaucoup à tous les deux. Je rajoute juste un truc, il reste 70 km en gros. Et demain, on a donné rendez-vous à 15h devant l'hôpital Georges Pompidou pour faire les 5 derniers kilomètres avec nous. Il y a un événement Facebook pour nous rejoindre. Alors, tous ceux qui voudront bien nous rejoindre sont les bienvenus. Le message est passé. Merci beaucoup. Bien, merci Victoria. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et en tout autre sujet à présent, après une édition 2020 réduite, le Festival du film italien d'Annecy revient dès le 26 septembre dans les salles et en ligne. Lors de cette 39e édition, 9 longs métrages seront en compétition pour le prix du meilleur film. Cette année, l'accent sera mis sur la jeunesse italienne. On écoute à ce sujet Julia Conte, programmatrice du festival, au micro de Lucas Ruche. Les éléments de la programmation qui caractérisent peut-être la programmation de cette année par rapport à d'autres, ce sont vraiment des éléments ou des caractères liés, je pense, à ce qui s'est passé en Italie comme dans le reste du monde dans les derniers mois, les dernières années. Et c'est quelque chose qu'on le sait a touché
surtout et de manière peut-être plus marquante la jeunesse. Et donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça, le regard des jeunes et le regard sur les jeunes, c'est quelque chose qui ressort dans les films de la compétition qui sont pour la plupart réalisés par des jeunes réalisateurs et réalisatrices, jeunes en termes d'âge mais aussi en termes de carrière professionnelle. Donc c'est pour la plupart des réalisateurs et des réalisatrices à leur premier ou deuxième film, donc c'est peut-être des noms qui ne nous parlent pas forcément, mais c'est des auteurs et des autrices sur lesquels on mise beaucoup. Et il se trouve qu'ils ont pour la plupart décidé de raconter les jeunes italiens. Et j'ajoute que vous retrouverez le lancement du festival en direct sur notre antenne le dimanche 26 septembre prochain dès 19h. Nous ouvrons à présent notre série de la semaine. Elle est consacrée à l'agriculture atypique. Alors que nos fromages et nos élevages sont reconnus mondialement, il existe aussi dans nos pays de Savoie des productions qui sortent de l'ordinaire. Premier exemple ce soir avec une ferme de spiruline, une micro-algue vivante dont la culture est très délicate. Jean-Paul Crespi a rencontré un producteur implanté dans les Bauges. Reportage. Aux portes du parc naturel régional du massif des Bauges, ils se sont installés paysans en 2016 avec un projet atypique et très original. Sous serre, dans leur ferme aquacole, ils cultivent une algue microscopique, une cyanobactérie en forme de spirale, la spiruline ou Arthrospira platensis. À l'état sauvage, la spiruline pousse dans des lacs d'eau douce, riches en sels minéraux dans des régions chaudes tout autour de la ceinture tropicale. Très dépendante de la température, de la qualité de l'eau et de l'ensoleillement, et pour se rapprocher au plus près de son milieu de vie naturel, les bassins sont régulièrement contrôlés pour assurer pleinement son développement. Une spiruline paysanne, très riche en protéines, vitamines, fer, minéraux et enzymes. Seul bienfait absent, la vitamine C. On ne fait pas de la spiruline pour rien. Si on fait de la spiruline, c'est vraiment pour apporter un bien-être, puisque c'est un alicament. Donc voilà, c'est le mot santé. Préserver sa santé en mangeant sainement, c'est le principal pour moi. Et si vous voulez avoir une qualité de spiruline, ce qui est important, c'est vraiment la façon dont on va la transformer et la sécher. Et comme nous, on la sèche à basse température, c'est vraiment un produit de qualité qui garde toutes ses propriétés nutritionnelles. À maturité, la spiruline est récoltée tous les jours, en pleine période de production. Sa biomasse est égouttée, pressée, extrudée puis séchée à basse température afin de conserver toutes ses propriétés nutritives et enfin conservée sous forme de brindilles ou de comprimés. C'est elle qui décide, c'est pas vous qui dites aujourd'hui je vais récolter admettons 10 kilos ou 5 kilos ou 3 kilos. En fin de compte non, c'est la spiruline qui commande et on récolte ce qu'il y a à récolter et puis voilà. Hein. Et on peut passer du simple au double de temps pour passer... on a vu sur les tables de récolte, on peut filtrer très vite et on peut des fois on met une demi-journée à filtrer, donc quand c'est comme ça on la remet dans le bassin. Une petite anecdote, l'année dernière on a eu une arrêt de croissance, c'est-à-dire que la spiruline ne poussait plus. Et donc on s'appelle entre nous les spiruliniers en disant t'as le même problème chez toi. Et en fin de compte il y avait eu un tremblement de terre sur Albertville, pas beaucoup, hein, autour de 2,5 ou 2,6 je crois sur l'échelle de Richter, et ça avait fait des arrêts de croissance à la spiruline. Donc elle arrive à capter ce qui se passe dans le sol. Ouais. Quand les gens viennent à la ferme, quand ils sont consommateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent jusqu'à chez nous, ils viennent comprendre, essayer de se renseigner sur cette culture, il faut tout leur expliquer. Et moi, ça me plaît énormément, de transmettre et d'être à l'écoute des questionnements que les clients peuvent avoir. Les produits phytosanitaires ne sont pas nécessaires à la culture de la spiruline. Dans les bassins de la ferme, sa production est naturelle et artisanale. Une culture réalisée à partir d'une souche originelle de spiruline péruvienne. En France, les spiruliniers paysans ont également développé des techniques de récolte simples pour qu'elles soient reproductibles partout et par tous, y compris dans les pays du Sud. Les Nations Unies considérant aujourd'hui la spiruline comme l'aliment du 3e millénaire.
Et c'est déjà la fin de ce JT. Nous nous quittons en images avec de belles vues aériennes de l'usine de Chavalon dans le Valais suisse. Perchée à 825 mètres, elle a été construite en 1964. Cette ancienne centrale thermique est à l'abandon depuis 1999. Son démantèlement est en cours. Merci à François Pirot pour ces images. Et merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Dans un instant, un point complet sur la météo et je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Belle soirée avec nos programmes.